Héloïse Dion, bonjour. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Alors, vous, en fait, c'est vous qui devriez être à ma place puisque vous êtes journaliste de métier. Et puis, un jour, vous avez une idée. Alors, ce dont rêvent beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de femmes, j'ai une idée. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez créé Pasta Party. Ça marche, ça se développe. Et on a l'impression que c'est facile, alors, mais moi je sais que derrière il doit y avoir quand même pas mal de professionnalisme. Alors comment fait-on pour changer de passer de journaliste à, comme vous l'avez fait, entrepreneur, et puis deux, surtout à partir d'une idée, comment passe-t-on au plan d'action? Donc c'est ce que vous allez nous expliquer. En fait, en effet, j'ai été journaliste pendant 8 ans dans la presse quotidienne. J'avais toute la sécurité possible, c'est-à-dire le CDI, un salaire intéressant et en plus un poste prestigieux. Et un jour, j'ai une idée qui est assez banale, puisqu'à l'époque, j'étais célibataire et je me dis, je veux rencontrer quelqu'un. Les moyens qui étaient à ma disposition ne me plaisaient absolument pas, le côté virtuel, etc. J'avais pas du tout envie d'y aller. Et j'ai commencé à l'époque à réunir chez moi, tous les dimanches soirs, des personnes que je ne connaissais pas pour manger des pâtes. Oui, vous les trouviez comment alors on rencontre, en plus quand on est journaliste, plein de gens on a toujours un célibataire dans son carnet d'adresses. Donc les gens me les envoyaient et c'était extrêmement convivial. Et ça a fini par marcher. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, il est évident que si tu veux qu'on ait de l'avenir et qu'un jour on s'installe ensemble, il va falloir arrêter ces dîners du célibataire du dimanche soir. Et ça m'a pas plu. Je lui ai dit, notre histoire va partir très très mal si tu commences à me dire ce que je dois faire. Il m'a dit, je sais pas, trouver une solution. J'ai dit, ok, je vais créer une boîte. C'est pour vous donner à quel point j'étais motivée. Ça m'était complètement égal. Vous n'y avez même pas pensé une seconde. Non, cette société, c'était plus un pied de nez à ce garçon qui est aujourd'hui mon mari qu'une volonté de devenir entrepreneuse. C'était même pas dans mes... Peut-être que c'est lui qui a eu le nez creux. Finalement, il s'en mord les doigts un peu. Aujourd'hui, il me voit beaucoup moins. Mais du coup, donc, je crée cette société, mais surtout dans cette idée. Et je me dis, puisque ça marchait chez moi et que c'était convivial, faisons la même chose dans un restaurant, réunissons des célibataires, toujours le dimanche soir, avec le même esprit de convivialité, de chaleur humaine, de rencontre dans le vrai, etc. Puis je me suis dit, j'en fais une, et puis de toute façon, je retourne à mon travail de journaliste. Et là, à la fin de la première, on me dit, c'est quand la suivante ? J'ai vraiment un choc à ce moment-là. Je me dis, mais oui, vous plaisantez, on ne va pas en faire d'autres. Ah, mais si, il faut en faire d'autres. Et pendant un an, j'ai jonglé. J'ai jonglé à la fois avec la sécurité et ça. Je faisais une Pasta Party par mois exclusivement à Paris. Et pendant toute cette année, je me suis vraiment fait houspiller par mes clients en mode, comme d'habitude, c'est toujours à Paris, vous ne pensez jamais à la province, des célibataires, il y en a partout, une fois par mois, ça ne nous suffit pas, etc. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que quelque chose qui était complètement anecdotique dans ma vie, il y avait une demande et il y avait un marché. Et j'ai mis des mots que je n'imaginais pas sur quelque chose qui était complètement futile à l'époque. Et là, j'ai dit, ok, il y a un choix à faire. Le choix de la sécurité, le choix de l'entrepreneuriat. J'étais très jeune, j'avais 27 ans, donc c'était pas non plus un risque énorme. J'avais déjà eu la chance de faire 8 ans de journalisme derrière moi. Et j'ai dit, ok, on se lance, mais si on se lance, c'est pas pour jouer à la dinette. Si on se lance, on se lance. Voilà. J'ai tout quitté. Vous imaginez la tête de mes parents quand à l'époque, je quitte un CDI dans un très grand quotidien économique français pour leur dire je vais monter Pasta Party. C'était vraiment, mais le soutien n'a pas été la déception totale. Et finalement, je me suis dit, ok, si tu le fais, tu le fais vraiment. Et donc, vraiment, un an après la création de la société, donc en 2008, donc j'ai tout quitté et je me suis dit, on se lance. Et si on se lance, il va falloir que tu te fixes des règles. Et l'avantage d'avoir travaillé dans des grands groupes avant, c'est qu'on sait ce que c'est des process. On sait ce que c'est de ne pas être complètement on verra, on remet à demain, etc. Les grands groupes forment. Donc finalement, cette expérience de salarié et au sein de très grands groupes m'a beaucoup aidé pour me construire après. Et là, j'ai dit, l'objectif, chaque mois, tu ouvres une nouvelle ville. Tu t'implantes. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'aujourd'hui, on est présent dans 25 villes en France. On va bientôt ouvrir l'international. Et l'idée, c'est qu'on n'a pas cessé de se dire, aujourd'hui, il faut grandir. L'autre problème par rapport à votre point de départ, c'est que vous dites, ok, on a une idée, comment on la réalise ? Moi, j'ai compris très vite, mais peut-être de fait de mon ancienne carrière, que des choses pour les célibataires en France, il y en avait pléthore et que ça existait depuis la nuit des temps. Et s'il fallait se démarquer, c'était grâce à une marque. Les gens qui viennent au Pasta ne disent jamais je vais à une soirée pour célibataires. Je vais à Pasta. Je vais au Pasta Party. Et cette marque qui donc a fait cette notoriété et surtout nous a aidés d'un point de vue national, parce que quelqu'un qui va à Marseille ou à Lille vit la même expérience et donc ça parle, ça se raconte, donc le buzz devient positif. Ça, c'était essentiel. Et depuis le départ, j'ai jamais
transigé là-dessus. Je ne voulais pas rentrer dans la case et dans le panier énorme du marché pour célibataires. Je voulais créer un segment. Voilà. Et le segment était le réel, le dimanche soir et le retour au dîner. La chose la plus banale au monde que nos grands-mères faisaient déjà pour essayer d'arranger des mariages dans les villages. Mais le dîner, il y a 4 ans, était totalement parti en désuétude. Les gens se rencontraient en boîte de nuit. Surtout le dimanche soir. Surtout le dimanche soir. Les gens se rencontraient via des sites internet. Le dîner n'était plus à la mode. Et on a remis au goût du jour ça. Et finalement, ce retour à la convivialité fait du bien à tout le monde, notamment dans les périodes un peu turbulentes de crise, de perte de repères comme aujourd'hui. Alors, je dirais c'est une belle leçon d'entrepreneuriat que vous donnez. Ça paraît facile maintenant que c'est fait, mais qu'est-ce qui a été difficile pour vous ? Déjà, c'est jamais facile. C'est-à-dire que il faut savoir que dans ce pays, on dit qu'une entreprise est sauvée quand elle passe le cap des 3 ans. Déjà, il faut le passer, c'est un cap très long. Et puis surtout, après, il y a des étapes à passer. Et ces étapes sont les plus dures parce que vous changez de structure, vous changez d'implication, etc. Il faut se donner les moyens de recruter. Il faut se donner les moyens de déléguer. Oui, de déléguer. L'entrepreneur ne sait pas déléguer et a raison. C'est-à-dire, c'est son bébé, son entreprise. C'est très dur de se dire, si je ne suis pas là, comment je fais ? Ça a été dur pour vous de déléguer ? Ça a été terrible au début. Parce que... Vous pensez que c'est typiquement féminin, qu'on a du mal justement parce qu'on est perfectionniste, parce que c'est notre bébé et qu'on a du mal à déléguer ? Je pense qu'une certaine partie des entrepreneurs incarnent leur projet. C'est-à-dire, en plus, moi, c'était mon histoire personnelle, c'était mes valeurs. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me dire, je vais retrouver des gens comme ça pour en témoigner. Aujourd'hui, je ne vais plus jamais au pasta party. J'ai un métier plus de gestionnaire et j'ai trouvé des gens formidables qui relaient ces valeurs. Mais ce qui a été dur dès le départ, c'est pas tant de créer une structure, c'est que finalement, vous êtes dans un pays où quand même rien n'est très facile. Et les démarches administratives, et moi je me disais, j'ai quand même un bac+5, j'ai quand même fait 8 ans de journalisme économique, enfin voilà, j'avais pas l'impression d'avoir un coefficient intellectuel moindre, et je me retrouvais face à des administrations qui ont l'art de vous susciter des blocages pour pas grand-chose. Et toutes ces petites barrières administratives peuvent susciter un certain épuisement. Oui, puis décourager... Complètement, ça peut vous décourager, ce que vous dites, mon énergie, j'ai pas envie de la passer là-dessus. C'est de l'énergie négative, quoi. C'est ça, et pour des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc ça, c'est sûr. Et après, ce qui est très important, ça c'est mon point de vue personnel, c'est de se fier à son ressenti et à ses valeurs. C'est-à-dire que depuis le début, on m'a toujours dit, ne fais pas le dimanche soir, personne ne sortira. Ne fais pas des pâtes, les femmes sont tout le temps au régime. Ne fais pas ceci, non. Et à un moment, si vous écoutez tout le monde, vous ne faites plus rien. Voilà. Donc il y a un moment, il faut dire non, moi je crois à mon projet parce que c'est mes valeurs. Est-ce que les gens vont correspondre ? On verra, mais au moins je teste. Et faire la girouette tous les matins, à refaire son business plan, à refaire ses objectifs, juste en écoutant, on s'en sort pas. Donc ça pour moi c'est une des solutions. Son chemin, oui, vous avez une intuition de toute façon quand vous êtes entrepreneur, sinon vous ne le faites pas. On connaît tous plein de gens qui nous disent « Oh, j'ai plein d'idées ». Oui. Allez-y. Mais il y en a tellement de trop, c'est-à-dire il suffit d'en avoir une et puis d'aller au bout. Et d'essayer de la mener à bien en fait. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez changer par rapport justement à l'entrepreneuriat, dont celui des femmes, mais bon, est-ce qu'il y a une différence ou pas ? Moi, j'aimerais déjà, sur l'entrepreneuriat en général, que ça soit plus valorisé. Je suis vraiment triste de voir que quelqu'un qui a tenté de créer une entreprise et qui a échoué est presque mis au banc de la société. Cette personne-là, je vais prendre des mots très forts, mais pour moi, c'est un héros. C'est quelqu'un qui a essayé. Alors, il a peut-être perdu sa chemise, il a peut-être fait perdre la chemise de son banquier, mais il a eu le mérite d'essayer. Donc déjà, j'aimerais que ces gens-là soient revalorisés et j'aimerais surtout que ça passe par les plus petits. Aujourd'hui, on est dans un système scolaire où à aucun moment on parle d'entreprendre. Moi, je connais que des enfants entre 5 et 15 ans qui ont des projets totalement farfelus. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans la musique, dans l'art, d'aller faire des petits webzines, des petites choses, mais qu'on les valorise, que des professeurs soient là à leur dire mais c'est fantastique, qu'on monte une sorte de cursus scolaire avec un cours qui serait une sorte de gestion de projet collectif. Ça apprend la solidarité, ça apprend la patience, ça apprend la notion du temps et le travail fini. Et ça, on l'a pas en France. Et dans la diversité. Évidemment. Et ça écoutez, voilà, vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Vous contribuez justement à la réalisation d'un film, puisque l'objectif aussi, c'était de donner une leçon d'entrepreneuriat. Et les femmes, avec leurs valeurs, c'est une magnifique leçon d'entrepreneuriat. Voilà, l'objectif que j'ai depuis que j'ai vu ces formidables témoignages, c'est justement de faire un film qu'on diffuse dans les écoles, dans les collèges, Voilà, donc ça, c'est mon projet. Non, mais c'est un très beau projet. De façon à montrer que oui,
C'est pas facile d'être entrepreneur, mais on a des personnes qui font ça, voilà, qui s'éclatent, qui font ça avec leurs valeurs, hein, parce que les femmes, vous avez employé le mot valeur, mais toutes celles que j'ai interviewées, c'est la même chose. Et puis donner envie à tous ces, dès la petite école, donner envie et expliquer qu'il y a d'autres avenirs que de devenir fonctionnaire ou salarié. Salarié, voilà. Et puis surtout, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on vit dans un pays binaire, mais depuis vraiment, même avant l'Ancien Régime, et il faut arrêter d'essayer d'opposer les patrons, les salariés. On travaille tous dans le même bateau. Moi, si je coule, mes salariés coulent avec moi et vice-versa. Oui, puis avec les conséquences sur le... Et voilà, donc, et surtout, ne mélangeons pas tout. Quand j'entends des haros à la télévision sur les patrons, comme si les patrons étaient une sorte d'unité, je n'ai rien à voir avec le patron de Total, que je respecte par ailleurs, hein, je ne juge pas cet homme, mais je veux dire, on ne peut pas mélanger des multinationales, des PME, des entrepreneurs qui se lancent, qui souvent sont multicasquettes, pour lesquels c'est très dur. Et il ne faut pas oublier, moi, quand j'entends, de toute façon, les gens qui créent leur boîte, c'est pour devenir riche. Mais au bout de combien de temps un entrepreneur se paye? Est-ce qu'il compte ses heures? Est-ce qu'il sait ce que c'est la notion de RTT, de week-end? Non. Donc, si vous faites ça, c'est une sorte de foi pour moi. Voilà, donc alors on a une belle profession de foi là. Donc, ouais, c'est une profession. Bon, alors justement, vous qui avez été retenu pour représenter les entrepreneurs au G20 des entrepreneurs, comment ça s'est fait en fait? On est venu vous chercher? Il y a eu un grand appel à projet national auprès de multiples associations, etc. Et ils ont choisi plusieurs entrepreneurs. L'idée était vraiment d'avoir une sorte de diversité des sexes, des régions, des tailles d'entreprises, des histoires. Je pense que le point commun de nous tous, c'est une sorte d'engagement, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait par hasard. Et on n'a pas, même si on est devenu entrepreneur comme moi par hasard, on le fait avec tout notre cœur et surtout avec des vraies valeurs qu'on défend. Et ça, je pense que c'est le vrai point commun de cette délégation qui a envie, de façon pas du tout naïve, mais de façon très réaliste, de changer cette image d'entrepreneuriat en France. Entrepreneur est un mot français, il ne faut pas l'oublier, et qui est employé dans le monde entier. Oui. Les Anglais parlent d'entrepreneurship. Donc, redonnons à la France ses lettres de noblesse. C'est un mot français, à nous de faire honneur à notre pays. Alors Héloïse, je vois que vous attendez un heureux événement. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors ça a été d'abord une vraie angoisse avant de l'attendre. Je me suis dit, oh là là, le jour où je serai enceinte, si je suis malade, qui va gérer ma société, etc. Donc ça m'a permis aussi de m'organiser, de recruter un bras droit, d'essayer de tout planifier. Après, finalement, j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle une grossesse facile. Hein, ça ne m'empêche absolument pas de travailler, etc. Donc, c'est vraiment chouette. Et la seule chose que ça a changé, c'est une sorte de prise de conscience. J'ai compris que ma boîte, c'était mon premier bébé. Ça, c'est une sorte de deuxième bébé, mais qu'il ne faut pas passer non plus à côté des choses essentielles. Et je pense que dans une vie de femme, si on n'est pas capable de donner 3 mois à un enfant, même si on est chef d'entreprise, c'est qu'on passe quand même à côté de quelque chose. Mais bon, à la limite, je dirais aujourd'hui, on est tout à fait capable avec les outils qu'il y a de s'accorder du temps avec son bébé, de gérer aussi à distance. Et puis là, c'est un bébé, mais j'ai rencontré des entrepreneurs qui malheureusement ont eu des problèmes de santé, une grave maladie. Et justement, il faut se préparer aussi à des accidents de la vie comme cela et assurer la viabilité de son entreprise en structurant l'entreprise. C'est aussi c'est quelque chose qu'il faut prévoir, donc parce qu'on est à l'abri de rien. Et bon, moi j'en ai une qui m'a dit, j'ai fait 1 an d'hôpital et mon entreprise a continué à fonctionner. J'ai continué à contrôler à distance de l'hôpital avec le soutien de mes collaborateurs et voilà. Et en tout cas, je comprends pourquoi on vous a retenu pour le G20. Je crois que comme ambassadrice de l'entrepreneuriat, bravo. Merci pour ce témoignage et pour cette envie là que vous donnez. Merci Louise.